L'espace, cet infini au-dessus de nos têtes, qui entoure notre planète, au milieu duquel nous sommes perdus, est un endroit qui fait rêver l'humanité depuis la nuit des temps. Il nous fait rêver à un tel point qu'y aller est devenu un objectif pour certains. Sans plus attendre, partons à la découverte de l'histoire de la conquête de cet infini qui nous entoure. Avant d'acquérir les technologies nécessaires pour partir voyager dans l'espace, des auteurs ont envisagé des voyages spatiaux utopiques plus ou moins proches de la réalité. La première utopie dont il est question date du IIe siècle de notre ère vers 125 ou 180 selon les sources. Il s'agit de l'œuvre Une histoire vraie de Lucien de Samosate. Ainsi, le livre relate un voyage imaginaire où, suite à une tempête, le héros voit son bateau se poser sur la Lune. L'univers serait ainsi peuplé de différents peuples se faisant la guerre pour le contrôle des différents astres. Malgré l'aspect invraisemblable sinon fantastique du récit, c'est l'un des premiers ouvrages occidentaux que l'on pourrait qualifier de science-fiction et l'un des textes les plus anciens décrivant un voyage dans l'espace. D'ailleurs, on pourrait penser que Hergé a fait un clin d'œil à cet ouvrage dans On a marché sur la Lune, lorsque le professeur Tournesol invite le capitaine Haddock à essayer d'atteindre la Lune en bateau. Au XVIe siècle, la mythologie chinoise présente un fonctionnaire chinois, Wan Hu, comme ayant été le premier homme à avoir atteint l'espace à l'aide de fusées fixées à une chaise dans le but d'atteindre la Lune. La légende ne donnera plus aucune nouvelle de ce taïkonaute à la suite de son décollage. Toutefois, les astronomes se sont souvenus de lui et ont donné son nom à un cratère lunaire. La Lune fascinera aussi l'écrivain et évêque anglais Francis Godwin qui imaginera un voyage vers cet astre dans son ouvrage Voyage chimérique au monde de la Lune paru en 1649. Salvinien de Cyrano de Bergerac envisagera le thème du voyage spatial dans deux de ses ouvrages. Le premier, intitulé Histoire comique des États et empires de la Lune, envisage plusieurs techniques pour aller sur la Lune. Employer des fusées serait ainsi, selon l'auteur, la technique la plus efficace, car elle fonctionne sur le papier, contrairement à d'autres techniques telles de la rosée, permettant de gagner en altitude. Le second, intitulé Histoire comique des États et empires du Soleil, parle de se rendre sur le Soleil à l'aide d'un vaisseau équipé de miroirs en parabole qui fonctionneraient comme des voiles. En 1865 arrive l'œuvre de Jules Verne à propos d'un voyage lunaire. Cet ouvrage est composé de 2 tomes, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune. L'ouvrage est très réaliste, excepté 2 points majeurs. Premièrement, l'utilisation d'un canon pour fournir la vitesse initiale est irréaliste, puisque l'accélération subie par les astronautes lors de la déflagration les tuerait net. De plus, l'auteur a mal considéré le vide spatial et plus précisément la vitesse de dépressurisation du vaisseau. Le nom du vaisseau au but de Jules Verne, Columbia, sera également porté par le module de commande d'Apollo 11 et par la première navette spatiale américaine. En 1865, Achille Hérault imagine un voyage vers Vénus dans son livre Voyage à Vénus, où c'est une fusée à poudre qui fournit la vitesse nécessaire. Dans les années 1950, Hergé imagine un voyage lunaire dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Pour aller dans l'espace, un moyen de lancement s'est rapidement dégagé. La fusée, que l'on retrouve également sous appellation de lanceur ou bien de missile. Les premières fusées mentionnées ont été inventées en Chine au XIIIe siècle avec un usage militaire équivalent à celui de l'artillerie, puis un usage civil pour des feux d'artifice.
En 1895, Konstantin Tsiolkovsky avait imaginé le concept de l'ascenseur spatial, une tour de 36 000 km de haut. En 1903, il publie l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. Ainsi, selon lui, une fusée fonctionnerait au mélange oxygène-hydrogène et serait ainsi la mieux adaptée car ce mélange pourrait être, selon Tsiolkovsky, l'un des plus efficaces pour la propulsion des fusées. Les recherches de Tsiolkovsky portèrent également sur les ergols, les chambres de combustion des moteurs fusées et le guidage et la stabilisation d'une fusée. Il arrive ainsi à la conclusion que plusieurs étages sont nécessaires pour des fusées destinées à des vols orbitaux. En 1895, Tsiolkovsky publie Rêves de terre et de ciel, dans lequel il expose sa vision d'une colonisation de l'espace. En utilisant des fusées à plusieurs étages, il propose l'envoi de stations spatiales modulaires et une exploitation des ressources minières dont il suppose l'existence sur les astéroïdes par exemple. Les idées de Tsiolkovsky en ont fait un véritable visionnaire et cet instituteur russe aujourd'hui considéré comme le père de l'astronautique aura son nom donné en hommage à un astéroïde et à un cratère lunaire. En 1909, Robert Goddard commence à imaginer une alternative aux fusées à poudre jugées inefficaces et peu sûres. Ainsi, en 1923, il conçoit et teste une première chambre de combustion à ergols liquides. En 1926, il fait voler une première fusée à ergols liquides. Enfin, en 1932, il fait voler une fusée stabilisée à l'aide de gyroscopes et de volets. Le premier centre de recherche de la NASA dédié au vol spatial porte son nom en hommage. En 1923, Hermann Oberth présente son ouvrage « Des fusées dans l'espace interplanétaire » où il propose des vols spatiaux interplanétaires et une station spatiale permettant une présence humaine permanente dans l'espace. De même que Tsiolkovsky, il préconise l'usage de fusées à plusieurs étages. En 1930, il réussit un test de moteur fusée à ergols liquides. En 1935, pour le compte de l'armée roumaine, il fait voler avec succès un prototype de missile à ergols liquides. Il travaillera ensuite sur des concepts de stations et combinaisons spatiales ainsi que sur le concept d'un rover lunaire. Un astéroïde et un cratère lunaire portent son nom en hommage.